À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est prêt ? On est prêt. On est prêt. Bon, parfait. Eh bien, bonsoir ou bonjour, chers auditeurs. Oh putain, je vais reprendre. Donc bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Il est déjà un peu tard et en plus de ça, c'est la fin du week-end, donc on est tous un peu fatigués, ce qui promet un épisode, ma foi, formidable. Je suis très 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 heureux de recevoir donc la personne qui se cache derrière le petit rire que vous entendez depuis quelques secondes. Donc Léa, aka Bleuren, donc qui est évidemment une très très bonne amie à moi, mais qui est surtout et avant tout musicienne avec le projet Bleuren, un projet assez hybride, un peu dur à désigner et à qualifier, enfin à qualifier si, c'est vachement bien, mais à désigner, c'est à la fois folk, à la fois chanson française, à la fois grunge, et puis en même temps on sent qu'elle a écouté Darkthrone dans son adolescence, donc plein de choses qui moi me plaisent beaucoup. Elle a déjà sorti un EP, Élémentaire. C'est bien, oui, ça. C'est bien ça. Elle a profité du confinement pour sortir une série de projets qui s'appelle Sans encre, dont elle va nous parler. Et son premier album arrive en 2022, et c'est La Saison Fantôme. Premier album que tu as eu l'occasion de présenter il n'y a pas si longtemps au Théâtre Les Déchargeurs. Oui, chef. Oui, chef. Et où en plus de ça, tu m'as fait le plaisir et l'honneur de me demander d'être guitariste intermittent pour. Oui, j'ai eu très peur de la fin de ta phrase. T'as cru que j'allais dire quoi? Je sais pas. Ça va être... ça va être une longue émission. Ça va être une très longue émission. Mais voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta description? Non, je suis très contente d'avoir été décrite spontanément et précisément. Bon, écoute, c'est parfait. Bah oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être le projet Sans encre, parce qu'en plus de ça, petit teasing, on ne sait pas encore si ça arrivera, quand ça arrivera, mais on a le projet de faire quelque chose, un mash-up aléatoire Sans encre. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu plus Sans encre ? Ouais, Sans encre, c'est un projet qui est né pendant le confinement. Et même si j'ai fait tous les efforts du monde pour que ce soit pas présenté comme un projet de confinement, en fait, sa limite temporelle, ça a quand même été ça. Ça a quand même été ça, ouais. Donc c'est un projet qui va avoir bientôt 2 ans, puisque moi, je sortais de mon Covid du mois d'avril, donc là, on s'en rapproche dangereusement. J'ai eu l'idée pour essayer de canaliser un peu la créativité en panique que j'avais pendant le confinement, de la faire rentrer un peu dans une contrainte que je trouvais assez marrante quand je l'ai élaborée. Donc c'est-à-dire que j'ai réfléchi à des nuances de couleurs qui me permettaient d'avoir déjà un point de départ thématique à la fois pour les textes et pour les ambiances musicales que je voulais construire autour de ça. Et je me suis dit, je vais sélectionner pour chacune des couleurs qui m'intéressaient. Donc j'ai commencé par les bleus puis les rouges. J'ai sélectionné 9 nuances. Ok. Donc il y a indigo, bleu de Prusse, enfin voilà, il y a plein de nuances. J'en ai sélectionné 9 et je me suis donné le petit défi en 1 heure de temps d'écrire et les textes et la musique et d'enregistrer et de faire un prémix en 1 heure de 1 minute de musique. Et donc j'ai travaillé 9 heures sur le premier et 9 heures sur le deuxième et ça a donné des vignettes de 1 minute. Okay. Donc 9 minutes de bleu, 9 minutes de rouge, ça c'était pendant le premier confinement. Et ensuite j'ai sorti un 3e volume en bonus à la fin de l'année 2020 qui s'appelait 13 minutes dans le noir au moment d'Halloween. Et c'est vrai que c'est un projet dont je parle un peu... j'allais dire pas à la place d'eux, mais en tout cas en plus de mon premier EP Élémentaire qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Et c'est vrai que Sans encre, à la fois c'est le prolongement de ça et à la fois c'est un peu l'annonce de ce que j'allais commencer à écrire pour mon album aussi, parce que c'est un projet qui m'a vachement aidé à
faire tomber des barrières que je me mettais toute seule en fait sur le style et la forme. Donc voilà, c'est un projet qui est super important pour moi et qui contient beaucoup de choses qui se sont changées en chansons plus tard, quoi. Et ça t'a aidé donc pour Saison Fantôme? Ouais, ça m'a aidé pour la Saison Fantôme. Il y a 2 titres sur l'album qui ont été écrits à partir de ces vignettes en plus. Donc en plus de plein de petits gimmicks et de plein de petites idées de sons et de production, c'était la première fois que je produisais 100% toute seule quelque chose, puisque j'étais avec mes instruments toute seule chez moi dans ma chambre de bonne. Donc vraiment voilà, une espèce de capsule spatiale et temporelle pour faire tout ça, et ça a été très formateur, quoi. Très bien. Bon, eh ben écoute, on va commencer tout de suite avec la première question. Et donc, la première question sera le numéro complémentaire. Connaissez-vous la recette des œufs Bénédicte? Non. Quel est ton premier souvenir? Quel est mon premier souvenir? Putain, c'est une question, c'est super. Cécilia avait raison, c'est très deep tes questions. Mon premier souvenir, je pense que c'est dans l'appartement que mes parents avaient quand j'étais en maternelle. Donc ça remonte à quelques années maintenant. C'est un souvenir qui a à peu près 25 ou 26 ans, je pense, puisque j'ai 30 ans. Et à cet appartement, je pourrais dessiner le plan de mémoire. Je me rappelle très bien de comment étaient faites les pièces. Et j'ai le souvenir de ces soirées qui sont un peu de notre sursis quand on est petit. C'est-à-dire que les parents font des petites bouffes avec leurs amis à la maison. Et on entend la rumeur du dîner dans le salon, et nous on a le droit de regarder des films à la télé ou des dessins animés. Et j'ai souvenir de ce canapé noir chez mes parents, et de mon chat noir aussi, et d'être avec mon petit frère qui était tout petit à l'époque, et d'avoir le droit de rester, je pense, jusqu'à au moins 20h30 ou 21h debout devant un petit Disney pendant que mes parents faisaient leur bouffe du samedi soir. Et je pense que c'est ça mes premiers souvenirs. Ouais. Ok. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité selon toi? C'est une super bonne question. Il y a plein de choses qui me viennent, mais qui sont assez politiques. Là, en plus, on rentre dans la période où les médias sont très occupés avec cette question-là des élections qui approchent. Une découverte qui pourrait changer des choses. Je pense que j'hésite entre une réponse super con du coup et très superficielle, et une question. Tu peux donner plusieurs réponses, hein. Je pense que si on pouvait, tu sais, comme ces petits jouets où quand tu les mets au contact de l'eau, ça devient des trucs énormes. C'est-à-dire que des choses très très petites qui deviennent des trucs énormes. Ouais, peut-être. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle J'avais pas ça trop. Quand j'étais enfant, j'avais des sortes de petits dinosaures de la taille d'un jouet de Kinder Surprise, et quand tu les foutais dans l'eau, ça se réhydratait et ça devenait un très gros truc. Ok. Et je pense que si on pouvait faire ça avec des petites maisons et pouvoir dormir n'importe où sur un coup de tête. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Jacques est en train de s'étrangler avec son bubble tea. Un peu comme les tentes dans la saga dont on ne doit plus prononcer le nom. Ouais, franchement, exactement. C'est une bonne image. Dans le 4e volume de cette saga à laquelle tu penses, effectivement, il y a une tente effet sac de Mary Poppins. C'est ça, ça fait 3 cm vu de l'extérieur, et quand tu rentres, il y a genre un living room en 3 parties, 3 milliards de chambres, un dressing, une cuisine, un patio. Ouais, ce serait bien si ça me permettrait d'avoir déjà de mettre un toit sur la tête de tout le monde. Ouais. C'est un peu politique finalement. Quand même. Mais je pense que chacun ait son espace à soi, une chambre à soi, comme dirait l'autre. Je pense que ce serait une petite avancée sympa. Bon, après, les espaces, ils existent. Hein. Faut juste les prendre aux vendeurs de sommeil. Il y a un endroit qui te plaît, momentanément, spontanément, tu peux décider de passer du temps à n'importe quel endroit de la planète. Ah ouais, en fait, c'est très politique, en fait. C'est qu'on sort complètement de la notion de possession de terrain. C'est-à-dire que, oui, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde. On sait que la place, elle existe. Donc, c'est juste pouvoir, à la fois le pouvoir de la spontanéité et d'avoir un endroit à soi qui est toujours avec toi. Oui. Ça aussi, c'est un peu deep, en fait. Parce que la maison, notre maison, c'est peut-être un peu nous-mêmes aussi. Mais, de pouvoir passer des nuits et des jours où on veut, quand on veut, je pense que ça, ce serait un bête de super pouvoir. Avec des maisons, maisons déshydratées. Des maisons déshydratées. Je remélange parce que ces 2 questions étaient déjà sorties. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de questions qui ne sont encore jamais sorties. Oui, par exemple, celle-ci. Si tu pouvais poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce ? Laquelle serait-ce ?
Est-ce que j'aimerais bien savoir qui y aura à l'enterrement de Paul McCartney. Ok. Mais Pourquoi? je pense à plein d'autres questions, mais c'est étrange. C'est là, il y a beaucoup de questions sur le futur. C'est-à-dire que là, on passe de ma plus tendre enfance à dans je sais pas combien de temps. Non, une question plus sérieusement. Tu peux reposer la question? Bien sûr. Si tu pouvais poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Ok. Mais oui, et le futur, ça peut être demain, comme ça peut être dans C'est ça, en 150 fait. ans, en fait. C'est dur à... Parce qu'un futur qui serait pas trop loin de nous, ça sous-entend un futur dans un monde où moi aussi, potentiellement, je serais là aussi. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent dans l'immédiat. Encore une fois, ça va être peut-être assez politique, en tout cas politisé, mais j'aimerais bien savoir... si les choses s'améliorent ou stagnent ou empirent. Ou empire, Ça, ouais. c'est quand même la grande question du moment. Ou à tous les niveaux, enfin, en tout cas, en termes de, est-ce que la société dans laquelle on vit a réussi un peu à se calmer les nerfs et Ouais. à faire des choix intelligents, collectifs. Ou je pense que ouais, ce serait ça la question. Là, actuellement, on est quel jour? On est le 20 mars. On est le 20 mars, je crois. Ouais. La question, telle que je l'entends aujourd'hui, en tout cas, c'est une question qui, j'espère, répondrait à des inquiétudes, en tout cas. Ouais, je comprends assez bien. Pourquoi? Y a-t-il une chose que les gens trouvent étrange à propos de toi? Je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent la passion adolescente et adulte que j'éprouve pour Stéphane Bern. Oui, je confirme. Et en fait, à la fois, c'est vrai. Ouais, je confirme. Et à la fois, il y a une grosse partie des gens qui me disent mais je te comprends trop, moi aussi j'adore ce gars. Et à la fois, il y a des gens qui me disent mais enfin, c'est quelqu'un de tellement tradit et toi tu l'es pas trop sur certains Non. points, donc en fait ça fait pas trop sens. Je pense que pareil, c'est un truc qui remonte, qui a tellement été planté en moi comme une graine quand j'étais enfant que du coup c'est devenu une Madeleine de Proust. Voilà, Ouais. Stéphane Bern, si tu nous entends. Tu regardais. Madeleine n'est pas une insulte, mais ça n'a rien à voir avec le physique. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça c'est un des trucs. Je te fais une réponse légère parce qu'on peut pas être que dans le deep. Non, bah Mais en tout cas, c'est quelque chose que les gens peuvent trouver, je pense, étrange. Mais il faisait des racines et des ailes, c'est ça? Il a fait des racines et des ailes. Non, il faisait bien pire que ça. Ouais, il faisait Saga. Ah oui, quand c'est j'étais ça, petite. Ouais. Et j'ai souvenir de ces émissions, ouais, où c'était un peu. C'était un peu gala, Oui. un format audiovisuel, quoi, tu vois. Mais sur les familles royales, principalement, en tout cas les membres des familles royales. Donc il y avait un côté un peu people, Oui. mais people à couronne, quoi. People à couronne, ouais. Voilà. Mais t'es pas la seule personne un peu conservatrice. Enfin, justement, pas conservatrice, qu'on pourrait pas cataloguer de conservatrice et qui pourtant a une passion pour Stéphane Bern. J'ai aussi mon amie Aurélie qui, je pense, écoute ce podcast, donc que je salue. On la salue. On la salue. On la comprend. Elle aussi, elle est archi fan de Stéphane Bern, mais à tel point que quand il avait lancé sa plateforme, il a lancé sa plateforme il y a pas longtemps sur Internet, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Secret d'Histoire. Secret d'Histoire et les coulisses des émissions en c'est ça, illimité, en mode un peu Netflix, que sur Stéphane Bern. Et pour son anniversaire, je voulais lui offrir son premier mois sur cette plateforme. Elle a dit non, c'est hors de question. Quand il s'agit de Stéphane Bern, c'est moi qui paye. Je t'en mode, ok. Ouais, je comprends, mais je vois cette vibe. Je pense que personne n'a osé me l'offrir principalement pour cette raison. Mais ouais, c'est quelqu'un par ailleurs. En fait, Parce qu'en plus, toi, tu l'as rencontré. Ouais, je l'ai rencontré. T'as joué pour son émission. Non, j'ai pas joué pour son émission, mais je sais plus trop comment ça c'était. Je pense que c'était juste, c'était une lubie que j'avais. J'avais assisté à une de ses émissions sur RTL et en fait j'avais amené mon disque qu'il avait très gentiment accepté ainsi qu'un bouquet de fleurs d'ailleurs. Je crois que c'était pas le même jour et parce que j'y suis allée 2 fois. Mais ouais, il avait récupéré le disque en me disant une phrase qui évidemment m'a marqué du coup, en me disant que j'avais choisi un pseudonyme très chouette. Ah bah oui. Très joli nom, donc voilà, Bleu Reine. Bleu Reine, oui, bah oui, forcément, ça a dû lui plaire. Oui, parce que lui qui aime le sang bleu, tout ça, sang d'encre, Bleu Reine, on revient à ça, c'est voilà. Mais en tout cas, Stéphane Bern, c'est une personnalité qui me touche vachement parce que je pense que c'est peut-être un des seuls, en tout cas, de ce que j'en connais, de ce que j'en comprends, ce qui est pas grand-chose dans sa vraie vie de tous les jours, je pense, mais qui est assez calé entre sa personne publique et sa personne privée. Oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, je pense que son côté sympathique et avenant et gentil, c'est pas du tout une posture, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, les seules fois où on a échangé... et les témoignages que j'ai eus aussi et la façon dont je vois les gens
en parler. En tout cas, Ok, ceux qui ouais, ont pu c'est le pas rencontrer, tout le monde est à peu près unanime en disant voilà, c'est vraiment le mec est juste très gentil. En plus d'être hyper cultivé et d'être hyper ouvert à ce qu'on vient de lui parler, il fera toujours l'effort de faire les choses de manière chouette. Mon petit frère avait été stagiaire sur une de ses émissions il y a assez longtemps. Il m'avait fait une vidéo spontanément dans les couloirs avec un professionnalisme et une articulation parfaite. Enfin, le truc qui fout les boules, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aime vraiment son boulot pour les bonnes raisons et qui a envie de partager ça avec des gens et de le faire de manière assez simple et assez honnête, je crois. Donc, c'est pas un rôle modèle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, dans cet univers un peu fourbasse qu'est la télévision, je trouve qu'il se démarque d'une certaine façon. J'ai un peu le même rapport avec Patrick Sébastien, moi. Putain. Ce côté mec qui a l'air vraiment naturel et qui aime son boulot et qui le fait pour les bonnes raisons. Alors, je me projetterai pas. J'ai du mal à le considérer comme un doudou mental, Patrick Sébastien, oui, parce que disons qu'il a une aura qui me crispe un petit peu. Il a une aura qui est un peu plus. Et c'est surtout que sa carrière dans le cinéma, vraiment a laissé une trace indélébile dans ma rétine. Ouais, avec bien le sûr. film Thème, si notamment. Si on se met à parler du film Thème, effectivement, c'est pas pour trop. le coup, on est vraiment dans la difficulté. Je rigole nerveusement parce que je vois ta tête en même temps qu'on se parle de ce film. Ça, je vois que ça te crispe, toi aussi. Oui, bien sûr. Mais à côté de ça, c'est quand même un mec qui a mis quasiment plein de samedis soirs, des artistes de cirque sur la télé avec une heure de grande écoute. Et je trouve que rien que pour ça, c'est assez honorable. On continue. Je pense que tu vas encore trouver cette question assez deep. Hein. Comment gères-tu les conflits ? Comment est-ce que je gère les conflits ? J'essaye toujours surtout depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, je pense que je fais des efforts, j'essaie d'être en conscience de ça. Quand je vois un conflit qui me concerne, en tout cas, je pense que c'est ça la question. C'est ce qu'elle sous-entend, parce que j'essaie de pas, je me mêle pas dans la mesure du possible des choses qui me concernent pas, du coup. Mais en tout cas, quand un conflit me concerne et qu'il se forme et qu'il approche de moi, j'essaie toujours de réfléchir en ayant pour boussole ce qu'on pourrait appeler avec beaucoup de trucs pompeux, mais le bien commun. Oui. Et j'essaie de voir si je me suis plantée, où est-ce que j'ai pu me planter, si je me suis pas plantée, où est-ce que l'autre a pu se planter. Des fois, on se plante avec l'autre personne à parts égales, bien sûr. Mais en tout cas, j'essaie déjà de comprendre où est-ce que ça a merdé. Bah, bien sûr. Et qu'est-ce qui n'a pas été exprimé, ou alors qu'est-ce qui n'a pas été exprimé au bon moment ou de la bonne manière. Enfin, voilà, où est-ce qu'on s'est mal compris, en tout cas. Et puis, et d'essayer de faire en sorte de reformuler, si besoin, les choses. En tout cas, de désamorcer au plus vite et de discuter avec le moins de distance possible, d'humain à humain. Mais par contre, beaucoup de distance par rapport aux émotions et à la situation. Ok. Parce que, je pense que dans un conflit, quand tu peines à te détacher trop de tes émotions, c'est là où ça peut aller très loin très vite. Très bien. Et dans ma vie, il y a plein de moments où je suis allée très loin très vite. Donc voilà. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie ? C'est une très bonne question. Putain, c'est dur. En plus, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà eu cette question et ont fait des réponses. Cécilia d'Acolonia, elle avait eu... Cécilia a eu cette question, effectivement. Elle avait fait une super bonne réponse. Je pense que ce serait... C'est une super bonne réponse. Je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit, mais je me souviens que ma réaction, c'était ça fait quand même très développement personnel, oui, non? Donc, ouais, mais en même temps, j'ai souvenir d'avoir écouté le premier épisode de ton podcast, justement, où elle intervient, et d'avoir écouté cette réponse en me disant « Ah, l'enfoiré !» Ça, j'aurais bien aimé sortir ça. Donc, en plus, là, malgré moi, je sais que je suis en train de chercher un jeu de mots ou un clin d'œil à un titre d'album ou un truc comme ça, mais non, je pense que si je devais donner un nom à mon autobiographie, ce serait franchement c'est hyper dur, surtout que là mon autobiographie, j'espère que je l'écrirai, si j'en écris une, le plus tard possible, donc il faut pas qu'elle ressemble à ma vie de maintenant. J'espère que ma vie elle sera de mieux en mieux normalement. On l'espère. Bien. Bah on peut de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ok. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir la réponse de toutes les personnes qui te connaissent. Je pense que... Si ça se trouve, ils te répondront de pire en pire. Mais... Non, je pense que Marwan, qui est donc un très bon ami qu'on a en commun, on sait aussi qu'il écoute le podcast et
l'embrasse également. Ouais. Dirait un truc genre Sympathy for the Bretzel ou une connerie dans le genre. Ouais, c'est ça. In the mood for bretzel. In the mood for Bretzel. Ouais. Je pense que si jamais je pense à autre chose d'ici la fin de l'émission, j'interromprai tout pour te donner le vrai, mais en le vrai fait, je titre. sais. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné? Alors, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est une phrase que j'ai entendue à l'occasion d'un concert cette semaine. J'ai eu le plaisir d'être invitée au concert de sortie d'album de mon amie Louise, qui joue sous le nom de Loni. Ouais. Et, qui avait d'ailleurs ouvert une des dates. Elle a ouvert une des dates au Déchargeur, exactement. Et elle a fait ce magnifique concert au Nouveau Casino mardi, là, il y a quelques jours. Et elle a clôturé son concert en citant une phrase de René Char, qui me parle beaucoup, qui dit texto « Va vers ton risque ». Et je crois que là, dans mon mood du moment, en tout cas en 2022, et l'année telle qu'elle se profile, avec tout ce que ça peut impliquer, c'est un peu c'est mon mojo, quoi. C'est ton mojo. En tout cas, ça m'a bien parlé quand elle l'a prononcé, donc voilà. Elle est ni de moi, ni d'elle, mais en tout cas, c'est une phrase qui a résonné très fort en moi. Mais tu vas vers ton risque, donc... Ouais. J'essaye. Ah, as-tu déjà été voir un psy? Ou une psy? Oui, bien sûr. Et je pense que vu que je la vois tous les jeudis depuis 2 ans maintenant, ça doit faire, sauf les vacances, on va dire, allez, les vacances et les grèves en moins, j'ai dû aller chez le psy probablement une 70aine de fois, okay. Comme ça. Ok, très bien. J'imagine. Et donc ça se passe bien avec elle? Oui, en tout cas, ça se passe avec elle. Avec elle. Madame Francese, on l'embrasse. Non, ça se passe ni bien ni mal, mais ça se passe. Et je crois que c'est ça qu'il faut viser, en fait. Oui, bah, bien sûr, oui, non, je évidemment. cherche ni à m'en faire une amie, ni à m'en faire un paratonnerre quelconque contre l'adversité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me permet de matérialiser un espace qui est entièrement consacré à moi, ma pomme et mes ressentis et ma façon de les expliquer. Donc ouais, sérieusement, c'est quelque chose que j'ai entamé il y a 2 ans, du coup, c'était un peu pendant le confinement aussi. C'était un dossier que j'avais commencé à remplir un peu avant, mais qui s'est réveillé à ce moment-là. Oui, parce que s'il y a eu les grèves, c'était avant le confinement. On a eu des grosses grèves depuis Non, mais enfin, des grèves du personnel, ou alors moi, les jours où je pouvais pas, enfin, c'était, pour le coup, j'ai un peu résumé à gros traits, mais en tout cas, non, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en avril, je crois, ou mai, il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'en fait, 1 heure par semaine, c'est rien. Mais en même temps, ça change beaucoup de choses parce que tu sais que tu vas pouvoir. Le but c'est pas de tout attendre de toute façon de son psy, mais comme il faut tout attendre de rien, tu peux pas tout attendre d'une personne, d'un boulot, d'une relation, d'un week-end de vacances. Enfin voilà, faut attendre le maximum et être surpris en bien, je pense. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me dit pas ce que je veux entendre et qui me met pas en difficulté non plus exprès. Donc c'est quelqu'un qui, je crois, est à équidistance entre ce qui me fait lever les yeux au ciel et ce qui me fait être apaisée. Donc en tout cas, elle me permet, disons, de pas forcément toujours de trouver les mots, mais en tout cas de les chercher. Et je crois que ça, c'est en bonne lectrice du Seigneur des Anneaux que je suis. J'ai commencé à comprendre il y a pas très longtemps que parfois chercher, c'était beaucoup plus important que de trouver. La quête. De trouver, le voyage, l'initiation, évidemment. tout le bordel. Toi-même, tu sais. Ouais. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Alors oui. Non pas que je me définisse comme quelqu'un de particulièrement surintelligent, mais en tout cas, j'ai beaucoup changé d'avis. Je crois que c'est plutôt sain de douter. En tout cas, moi, ça me rassure un peu parce que je me dis que il y a déjà des choses dans la vie qui sont irréversibles et indélébiles. Donc, si on peut avoir au moins le doute pour se rassurer, c'est pas mal. Voilà. Donc, j'ai déjà changé d'avis radicalement, sur des gens, sur des situations, sur des groupes, et c'est sur des artistes aussi. Donc je cherche un truc qui permettrait d'un peu de résumer et d'être le meilleur exemple, mais j'ai changé d'avis sur le volume sonore, enfin je sais pas comment dire, sur ce qui faisait que quelque chose était rock ou pas. Ok.
parce que j'ai un peu grandi dans l'idée, mais c'est ni de la faute de mon entourage ou de quelqu'un ou quoi, mais je pense que pendant très longtemps j'ai été un peu guidée par l'idée très erronée et très archaïque que le rock c'était de jouer fort et de faire plein de trucs avec beaucoup de disto. Et en fait je crois que le vrai truc un peu rock et un peu punk, c'est peut-être juste d'être soi-même. Et parfois, et là en fait en ce moment je suis vraiment dans une démarche je suis un peu en train d'élaguer tout ça et de retirer des éléments plus que de rajouter pour épaissir le propos, tu vois. Et je pense que le truc qui m'a vraiment, le changement d'avis un peu radical qui m'a sauvé là ces derniers mois, c'est de me dire bon en fait pas forcément l'assise mort parce que je suis pas non plus une espèce de nazie de la simplicité, de la sobriété à tout prix, tu vois. Je pense t'es pas une Marie Kondo de ta musique. Ouais, exactement. C'est très bien dit. Non, je pense qu'il faut pas s'empêcher d'aller vers des choses complexes ou en tout cas plus fournies quand on sent qu'on en a envie. Enfin, moi, je me l'interdis pas en tout cas. J'aime bien le fait de pouvoir faire les deux. En tout cas, le fait d'aimer faire les deux, ça me dérange pas. Mais par contre, oui, d'associer le rock à forcément tel format de groupe avec tels instruments ou tel volume ou d'avoir forcément les amplis orange à blinde et la pédale de disto à blinde. En fait, là, je pense que je me suis jamais sentie autant moi que depuis que je fais les choses avec un peu plus de retenue et un peu plus de conscience. Et quelque part, je trouve que c'est beaucoup plus rock que d'avoir la disto à fond pour schématiser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je suis pas entièrement d'accord, justement. Moi, plus je vieillis, plus je suis pour que ce soit rock. En fait, je suis d'accord, ça a pas besoin d'avoir des murs d'ampli, des grosses guitares, mais faut qu'il y ait quand même un truc de dans l'urgence. Et il faut que ça soit quand même joué un peu à flux tendu, un peu. Une nervosité. Après, je pense que tu peux. Et je trouve que justement, il y a plein de projets. Aujourd'hui qu'on étiquette. Et je trouve que ça fait quand même très longtemps que le rock est plus. Enfin, ce qu'on étiquette comme rock est plus du tout des trucs à grosse guitare et des trucs énervés qui jouent vite et fort. Enfin, ça fait bien longtemps que des groupes comme Motorhead n'ont pas été signés par des labels qui ensuite vont dire la nouvelle révélation rock. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un truc qu'il faut, enfin, ouais, c'est ça, un peu nerveux et ça empêche pas d'être, tu vois, des mecs comme Pete Doherty ou même je réécoute pas mal en ce moment Elliott Smith, où c'est un peu, en fait, c'est un peu de la folk, alors Elliott Smith c'est plus de la folk, mais il y a une façon dont son interprétation et sa façon de jouer. Oui, carrément. Où t'as un peu l'impression qu'il joue à la vitesse maximale à laquelle il peut jouer ce morceau. Et où du coup, ça donne vraiment un côté ultra rock à ce truc. Et à côté de ça, je vais pas citer de nom, mais il y a plein de trucs aujourd'hui en mode rock électro, tout ça, ou rock... ou rock, je sais pas moi, un peu dandy et jour. Tu vas rajouter un tiret derrière rock pour mettre autre chose, c'est que déjà tu mets de l'eau dans ton vin. Et c'est surtout qu'on s'emmerde, quoi. Ouais, après je vois ce que tu veux dire et je te rejoins sur le truc. Après je pense que pour rebondir, je te coupe, mais c'est juste avant d'oublier cette notion en fait à laquelle je pense en t'écoutant, c'est à mon avis, ce qui peut permettre d'identifier aussi et de ressentir une démarche musicale comme étant rock ou pas, enfin si on doit schématiser dans le truc un peu binaire, c'est la notion d'abandon. Ouais. Et en fait, de sentir que quelqu'un s'abandonne complètement à sa musique et en tout cas lâche prise et se livre avec un côté un peu brut. Je pense que c'est surtout ça. Et ça, pour moi, c'est une recette qui est réalisable avec parfois très peu d'ingrédients. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est simplement ça, c'est d'aller vers des choses qui sont peut-être un peu moins produites ou en tout cas avec moins évidemment produites, tu vois. Je suis assez, pour le coup, je suis assez d'accord. Et on revient à cette notion de risque, d'abandon, d'être entier dans sa musique, tu vois. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que je pense que c'est plus à ça que j'associe maintenant la démarche d'être rock, parce qu'en fait il y a plein de groupes, enfin moi j'en connais plein, je suis comme toi et on est à Paris et il y a que ça, on est un peu dans le milieu, surtout plus toi que moi, mais t'es vite dans le truc rock égale grosse guitare, mais en fait oui, si tu veux rester dans une certaine tradition, mais en fait la tradition, est-ce que le rock ça doit être dans la tradition du rock, je sais pas trop. Alors non, je pense pas. Et puis après en plus pour les grosses guitares, il y a le métal qu'on écoute. Est-ce que le métal c'est du rock? Putain, c'est une bonne question.
Bah oui, en un sens. Enfin, après, c'est voilà, Bah, le métal, c'est vaste. C'est comme si tu me disais, est-ce que la cuisine c'est rock? Il y a plein de styles différents après. Mais enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein d'artistes de métal qui sont beaucoup moins rock que des artistes de, par exemple. On est tous les deux fans de Eugene McEdwards de System of Power. C'est quelqu'un qui va pas gueuler. Qui va pas faire que du scream sur ses chansons, oui, non, bien sûr, qui va pas faire que de la liste sur ses chansons, mais dans son interprétation sur scène, en fait, il se retrouve à gueuler, en fait, parce qu'il a les nerfs à vif et parce que c'est quelqu'un qui se livre tout entier à sa musique et qui se livre tout entier à son public aussi, je crois, et ça, voilà, pour moi, c'est, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a eu un avant après. Je pense que le fait d'être par choix aussi, d'être vachement seule dans ma démarche artistique pendant un petit temps et de reprendre un peu les rênes de ce truc-là et de mieux identifier où je voulais aller, avec qui, pourquoi, etc. Ça m'a aussi permis de me rassurer sur... Enfin voilà, j'ai toujours eu en tout cas, j'ai pas toujours eu, mais j'ai longtemps eu cette espèce de peur un peu con, en fait... est-ce que je vais être suffisamment rock? Parce que quand on passe par le français, on a toujours peur d'être catalogué variété ou chanson. Et en fait, c'est pas du tout un gros mot. Enfin, très récemment, tu le sais parce qu'on en a parlé. Voilà, moi, si quelqu'un m'associe à un hashtag variété française, bah en fait, tant mieux, tu vois. Enfin, je préfère faire de la variété et mettre du rock dedans ou mettre autre chose dedans, plutôt que de faire quelque chose de complètement superficiel, incarné de manière hyper marketée, qui soit pas de la variété mais qui soit bien pire, en fait. Ça totalement. Puis en plus, tu auras plus de chances d'être aux victoires de la musique en étant marketé variété française. Et en plus, c'est Stéphane Bern qui présente les victoires, non? Non. Stéphane Bern, c'est l'Eurovision. Là, je me fais cramer. Je n'ai pas la télé. J'ai pas tellement envie de te voir à l'Eurovision, je t'avoue. Je pense que pour le coup, il y a jamais rien eu de très rock à l'Eurovision, dans le sens qu'on décrit depuis tout à l'heure. Ouais. Mais je trouve que quand même, on manque de musique qui déménage. Je comprends. Je trouve que ça manque vraiment, en fait. On parlait politique tout à l'heure. Je trouve que ça me bluffe comme la situation est de plus en plus catastrophique et qu'il n'y ait pas de groupe, en fait, qui soit là pour... qu'il n'y ait pas une adhésion majeure comme il y a pu avoir à des groupes qui juste viennent donner une motivation pour changer les choses. Tu vois, j'ai aucun problème contre ce groupe, hein. Je trouve que ce qu'ils font est vachement bien. Enfin, vachement bien. C'est de qualité, mais c'est pas Feu Chatterton qui va te donner envie de caillasser. Enfin, c'est pas ce genre de groupe qui vont te donner envie de te rêver. En fait, je sais pas, d'avoir un sentiment. Tu veux dire un groupe qui va canaliser, incarner, ou un mouvement, ou agir un peu comme une sorte de moteur, moteur politique pour une génération, en tout cas une partie de la génération. Un truc c'est vrai que quand on était plus jeune. On a pratiquement le même âge, mais quand on était plus jeune, il y avait pas mal de groupes qui étaient, en tout cas des groupes mainstream, qui étaient plutôt en général du bord politique, socialiste ou communiste pour certains. Des groupes de rock et musique affiliée au rock qui étaient à la fois très identifiés par les médias et pourtant porter un message assez clair, assez lisible et même assez sans fort. porter le message, porter un son, en fait. Moi, c'est pas forcément les groupes vers lesquels j'allais et vers lesquels je vais maintenant, parce que j'ai du mal, peut-être à tort, à écouter des groupes je préfère écouter des groupes parler de politique ou une interview que d'écouter de la musique qui va parler de ça. Je pense qu'il y a plein de sujets politiques qui peuvent être abordés avec intelligence et avec finesse dans des chansons, mais moi je sais que des chansons, des artistes qui vont parler de l'individuel et de l'intime, mais tout aussi métaphoriquement que ça puisse être. Je sais pas si ma phrase est très française, mais en tout cas, même si c'est parfois abordé avec beaucoup de métaphores et de subtilité, il y a des choses qui vont plus me parler si c'est fait par le détour d'une image avec un peu de pudeur, bien sûr, que si vraiment c'est en mode la chanson qui parle de tel sujet politique hyper frontalement. Donc quelque part, il y a plein de manières. Déjà, faire de l'art et parler de soi quand on fait de l'art, c'est déjà politique, ça reste en fait. Éminemment politique, Après, je parlais pas forcément de groupes qui parlent de ce genre de sujet et qui donnent envie de tout péter via leurs paroles. Parce que ça c'est guérilla poubelle et non, on en a plus besoin. Mais je parle vraiment je parle vraiment d'engouement vers un son et une attitude.
Tu vois, genre Slipknot, en fait, clairement, par Oui, je exemple, vois on ce n'a que tu plus veux dire. on n'a plus ce truc, alors que je pense que Slipknot, en fait, t'écoutes ça, que ce soit au moment où c'est sorti ou maintenant, il va y avoir un truc en toi qui va avoir envie de tout péter quand même et Oui, je comprends. d'avoir de garder une espèce de rébellion juvénile, en fait. Je trouve qu'il y a le rock a beaucoup perdu de son énergie juvénile. Oui, je pense. Après, enfin, je vois ce que tu veux dire et pour le coup, je suis totalement d'accord avec l'exemple que tu prends. Et je pense que enfin voilà, en tout cas le groupe à guitare tel qu'on l'a connu, à guitare et à disto et à batterie à blinde et à double pédale, enfin tout ce que tu veux, mais en tout cas le groupe qui joue fort tel qu'on l'a connu, il est un peu en voie d'extinction et malheureusement les seuls derniers exemples qui restent, c'est pas forcément des propositions qui vont Oui, être c'est pas super forcément- originales ou en tout cas qui vont être super qui vont être tenues éloignées de toute démarche marketing, on va dire. Je parle du rock au sens voilà non subventionné par des marques de fringues et autres, mais en tout cas je pense que moi j'associe aussi vachement ces mouvements-là et ces groupes-là à une époque où on s'engageait, enfin on se sentait concerné et on se sentait remué en même temps qu'eux, en tout cas. Peut-être parce qu'on se disait qu'un changement était encore vachement possible Ouais. et vachement crédible et très réaliste. Et peut-être que là, il y a un peu l'effet, entre gros guillemets, voilà, génération désenchantée, et qu'en fait, une génération où tu sens que t'es vachement habité par une espèce de désenchantement général et de nos futurs un peu, tu vas moins être, tu vas peut-être moins aller vers des choses de rage, plus vers des choses d'introspection, de réflexion, de proposition, plus retenues, Ouais. je sais pas comment dire. Bref, après, voilà, c'est une grosse psychologie de comptoir, hein. C'est dommage, on n'est pas en train de boire de l'alcool, on boit du thé, mais La tisane, c'est voilà, même ça pas fait du ça, thé, il y a discussion même pas de théine, ouais, quoi. discussion de comptoir un peu là. C'est ça, mais bon, au moins ça m'a donné le titre de l'épisode, hein. Je pense que ça aura un lien avec le rock, du coup. Alors, question suivante, es-tu sensible? Bon, Oui. Oui. Ouais, mais c'est pas, c'est ni une fierté ni une honte. Enfin, c'est Oui, pas le voilà. truc que je vais forcément dire en premier, parce que ça me paraît évident en fait. Enfin, juste être sensible pour moi, c'est juste être capable de recevoir et de donner les trucs tels qu'ils arrivent sans trop les altérer, quoi. Donc si je reçois quelque chose de dur, ça va arriver avec la même dureté chez moi et quelque chose quelque chose de cool que je vais partager, je vais avoir envie de que la personne trouve ça cool aussi. Donc Ouais, bah ouais, bien sûr, je vais ouais. le faire avec la même absence de filtre. Mais ouais, en tout cas, sensible en général. Alors soit t'as la version un peu Doctissimo, genre je suis hypersensible, que faire? Donc non, je sais pas si je suis hypersensible. et mon ex est comment Est on un dit pervers narcissique. Voilà. Ouais, là on rentre dans les gros autodiagnostics à l'emporte-pièce. Il y a C'est ça. HPI aussi, on n'en a pas parlé, Ouais. mais on en connaît plein, on les embrasse. Non, C'est quoi ton signe astrologique, du coup? Ouais, c'est ça, voilà. Je suis HPI ascendant hypersensible. Non, plus sérieusement, je suis pas hypersensible, je suis très sensible, je pense, mais j'ai pas de, enfin, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Enfin, après, je sais que je vais pleurer facilement. Ça va être un peu l'étape numéro 1 de plein de mes réactions. C'est-à-dire à la fois des réactions de bonheur intense, de colère intense, de tristesse intense, de compassion aussi. Des fois, je me retrouve à avoir de la compassion de manière complètement inattendue pour des gens ou des situations, même en regardant des films. Où il y a quelque chose qui va traduire, je sais pas, genre une amitié à l'épreuve de tout, ça va m'émouvoir beaucoup plus que d'avoir, je sais pas, un truc de la vraie vie des fois. Enfin, j'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas oui, je suis très sensible et j'ai une petite bibliothèque mentale de toutes les choses qui me touchent et qui ne me quittent jamais. Je comprends. Voilà. Quel a été le moment le plus gênant de ta vie? Le moment le plus gênant de ma vie, récemment on en parlait avec mon amie Léa Jacta Est de son nom de famille. On parlait des moments de merde des fois qu'on se tape quand tu fais de la musique et que t'es indé et que t'as pas le bouclier magique de l'équipe qui t'accompagne partout et qui te permet d'éviter les mauvais plans. Donc des moments gênants, j'en ai plein qui sont liés à ça, à l'expérience de la scène qui parfois est très contrastée. Il peut y avoir des moments géniaux de pur bonheur et des moments super merdiques où tu te sens juste hyper seul dans ton truc et où t'as envie que ça s'arrête très vite et tu pries pour que ça finisse vite. Donc ça, on en a toutes les deux connu
extrêmes et ça fait partie des moments de gêne assez intenses. Après, non, il y a se gourer de prénom quand tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Oui, mais bon, ça... Les grands classiques, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas le moment le plus gênant de ta vie. Le moment le plus gênant de ma vie... j'ai plein de moments, mais pour le coup hyper sérieux et pas très racontables, très racontables dans une émission parce que c'est des moments gênants qui concernent aussi d'autres gens, mais je pense que un jour, là c'est super gênant, mais c'est déjà plus racontable. Un jour, on devait aller avec des copains voir un concert au Trabendo. Et on avait fait ce qui à l'époque s'appelait un before, c'est-à-dire qu'on avait commencé l'apéritif. Tu te souviens du groupe ? Non, même pas. Ah oui, c'était d'accord. Un groupe. Non, je pense que c'était pour un tremplin en plus. Emerganza. Alors non, tu sais quoi ? C'était peut-être Airborne en fait. Airborne, le groupe canadien ? Oui. Alors c'est possible, mais alors t'as eu de la chance parce qu'ils ont très vite fait le Zénith. Mais je suis sûre de les avoir vus. Je pense vraiment les avoir vus au Trabendo. Je pense que c'était avant d'aller voir Airborne en tout cas. Donc il y a une grosse dizaine d'années. Ouais. Et on était Canadien, avec australien. Oui, en plus moi je te dis oui, en train de me dire putain, je savais pas qu'ils étaient canadiens. Non, ils sont australiens. Ouais, non, ils font du ACDC, donc ça nous amène porte de la Villette au début des années 2010 du coup. Ouais. Et donc ayant éclusé pas mal de pintes avant d'aller à ce concert, on se retrouve une copine et moi. Vraiment, on sentait qu'on n'allait pas du tout tenir jusqu'à la salle avec la file d'attente, machin, et qu'il fallait absolument qu'on trouve un endroit pour uriner. Et en fait, on trouve un endroit qui était hyper sombre, un peu excentré, à l'abri des regards qu'on imaginait, etc. Donc on se cale là-bas. Et en fait, c'était devant un parking de police. Enfin, il y avait des camions de police et des voitures qui étaient garées là, donc on n'avait évidemment pas vu derrière la palissade. Et en fait, et donc voilà, donc quelqu'un est arrivé, un policier, pour nous demander très très posément ce qu'on était en train de faire, puisqu'on était toutes les deux accroupies en train de pisser dans ce parking de flics. Et voilà, et donc j'ai souvenir de cette copine Mimi qui a levé les yeux avec un grand sourire et qui était là genre alors par contre moi j'ai pas fini, donc je attendais juste 30 secondes. Voilà, et cette scène, voilà, qui est un souvenir très inutile. Dans ma bibliothèque mentale, c'est pas celui auquel je pense le plus souvent, mais d'accord. Mais c'était un moment de gêne dans le sens où voilà, en tout cas, c'est le moment de gêne le plus humoristique et le plus sympa auquel je pense, parce qu'après j'en ai plein d'autres. Ouais, je comprends. D'accord. Et ils vous ont verbalisé ou pas ? Non. Je pense ils ont été attendris à tort parce qu'on était des terreurs évidemment, comme chacun sait. Ah bah oui. On se croit toujours invincible et terrorisant quand on a 20 ans, mais en tout cas ils ont été attendris parce que je pense que même si on se prenait vraiment pour des grosses terreurs, on n'était rien d'autre que des gamines de 19 ou 20 ans en train de pisser dehors devant le Zénith, enfin devant le Trabendo. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé de me faire verbaliser pour ça. Ah oui, je connais des gens à qui ça arrive aussi. T'as bien de ça quand même. Je vais pas dire qui c'est parce que je pense qu'il écoutera cette émission. C'est quelqu'un de ma famille de plus jeune que moi. Ouais, bon bah. Belle moustache, là. Peut-être. Penses-tu être de bons conseils ? J'aurais pas cette prétention, mais j'ai cette volonté en tout cas, oui. J'essaie de. Oh, quelle magnifique façon de botter en touche. Non, disons que j'essaye de. Moi, j'ai la chance d'être entourée dans mes amis proches et les gens qui sont proches de moi tout court dans ma vie. Je suis entourée aujourd'hui plus que jamais en ce moment de gens qui veulent mon bien, je crois, donc qui font l'effort de me conseiller ce qu'ils pensent être la chose à faire, ou en tout cas un avis construit et argumenté et bienveillant sur les choses quand je leur présente des situations. Donc j'essaie par loyauté en fait, j'essaie d'être dans ce rapport-là aussi avec les gens et quand je donne des conseils, déjà d'être sûr qu'ils sont sollicités. Ça, c'est quand même la base d'un conseil, c'est de pas le mettre comme les chats qui viennent mettre leurs fesses devant toi quand t'es en train de regarder un film, tu vois, genre. Des fois, il y a des gens qui ont un peu ce rapport-là au conseil, c'est-à-dire, hop, je te mets mon conseil sous le nez et je t'empêche de voir ce que t'avais prévu de voir. Donc non, déjà être sûr qu'un conseil est bien sollicité et puis en tout cas que la personne en face à qui on le donne, elle a souhaité le recevoir. Et puis ou en tout cas d'être sûr à 100 000% que même s'il est pas sollicité,
d'être sûr que ça lui soit utile. Oui. Ça, pour moi, c'est l'étape numéro 0,1, quoi. Avant même de formuler quoi que ce soit, c'est d'être sûr de ça. Et puis C'est le prologue. après, de donner un conseil qui est pas le reflet de ce que nous on voudrait pour nous, mais qui fait l'effort de se mettre à la place de la personne aussi, parce que la vie c'est pas une succession de nos petits caprices à nous et de s'entourer que de gens qui feraient comme nous tout le temps et qui seraient comme nous, donc donner un bon conseil, j'essaie de faire ça et de toujours dire aux gens ce qui, je crois, leur ferait du bien, et en essayant d'éviter tant que c'est possible, en essayant d'éviter de dire, enfin, comment dire. En tout cas, j'essaie. Des fois, ça oblige à dire les choses que l'autre ne veut pas forcément entendre. Oui, bien sûr. Mais parfois, les bons conseils, c'est aussi des conseils qui sont pas forcément évidents à dire et à recevoir, mais ça peut être les bons. Oui. Je sais que dans ma vie, j'ai reçu aussi des conseils qui étaient, je pense, pas évidents à formuler, mais qui m'ont fait du bien. Donc voilà. Mais du coup, je pense que je peux répondre, vu que je fais un peu partie du cercle proche. Oui, tu as de bons conseils. Oh, merci. C'est intéressant ça, parce que si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie? De la musique. Ouais. Enfin, le coup, ouais. J'ai même pas une seule seconde pensé à une autre réponse, quoi. Si, ouais. Bah, déjà, là, l'argent a une importance au jour d'aujourd'hui. Oh putain, on n'est pas rendu. S'il te plaît, vite. Si. l'argent a de l'importance, là, aujourd'hui, en tout cas, enfin, dans ma situation, purement individuelle, en tout cas, il en a, parce que si j'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison et je ne peux pas manger. Mais, donc, je suis obligée de travailler, beaucoup plus que ce que je voudrais pour pouvoir avoir de l'argent, et que cet argent me permette d'avoir de l'espace mental un tout petit peu au moins pour faire de la musique. Mais dans un monde où l'argent n'aurait pas d'importance, en tout cas, je pense que j'aurais juste plus de temps pour faire des choses que j'aime. Ouais. Et je pense que je travaillerais différemment. Okay. Parce que je me vois pas... Tu veux dire travailler ta musique? Bah ouais, en fait, en tout cas, j'aurais un rapport très différent au travail, qui soit pas uniquement... là, je pense que j'ai quand même eu la chance dans ma vingtaine, on va dire, en tout cas depuis que j'ai fait des études et tout, j'ai toujours travaillé, mais j'ai eu de la chance d'avoir des boulots qui, même si des fois ils étaient très chiants, ils étaient souvent aussi très courts, et puis les boulots que j'ai eu après, qui étaient les plus longs, étaient de moins en moins chiants. Enfin voilà, disons que j'ai quand même fait des choix pas trop cons, et en tout cas j'ai appris plein de trucs qui m'intéressaient. Donc le travail a jamais été, en tout cas a rarement été pour moi purement alimentaire et vraiment juste un truc qui tombe sur ton compte en banque à la fin du mois. En fait, j'ai pas eu ce rapport-là dénué d'intérêt, disons, au boulot. Enfin voilà, le seul été où j'ai fait des trucs comme ça, c'était pour m'acheter ma guitare il y a 11 ans maintenant, donc 12 ans même. Mais j'étais à la caisse du Monoprix Saint-Michel, voilà, pour ceux qui m'ont connue à cette époque-là. Mais en tout cas, ouais, l'argent a de l'importance parce qu'on sait qu'il nous permet d'obtenir des prestations diverses dans la vie. Donc c'est dit très étrangement. Oui, mais voilà, non, mais ça reste quelque chose de virtuel contre lequel on va échanger de la tranquillité, du temps. Et pour le coup, je sais que le temps, c'est de l'argent. Enfin, la première fois que j'ai lu cette phrase, c'était dans un super Picsou géant. Putain, je crois que moi aussi. C'est vrai ? Ouais. Peut-être qu'on a lu le même alors. On a dû lire le même, ouais. En tout cas des ouvrages très économiques pour mes parents, parce qu'ils passaient de main en main et c'était tellement gros qu'on les relisait avec mes frères chaque été sans se rendre compte qu'on les avait déjà lus. Mais un bon investissement. C'était un très bon investissement, voilà. Très écologique, très économique. Je sais pas si ça existe toujours. Si, ça existe toujours. Ça existe toujours. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, donc j'avais lu cette phrase et je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, le temps c'est de l'argent? Évidemment, quand tu grandis, tu comprends qu'en fait, voilà, quand le but du jeu, c'est quand même pour avoir un maximum de temps et d'avoir un maximum d'espace mental, je pense que plus t'es riche, plus en tout cas dans le cliché, plus t'as cet accès au Graal qui est d'avoir du temps, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, si ce truc-là, d'un seul coup, disparaissait complètement de nos vies et de nos façons de voir le monde, je pense que le résultat, en tout cas pour moi, en termes d'intérêt et d'ambition dans la vie, serait à peu près le même. C'est-à-dire que j'essaierais d'utiliser mon temps pour donner un petit peu de temps à des choses qui comptent pour moi, et puis surtout
reprendre possession de mon temps à moi et Ouais. faire des choses pour la musique et pour développer des projets avec un peu plus de temps et de profondeur et de collaboration aussi, parce qu'il faut pas travailler que tout Bah seul. oui, bien sûr. C'est marrant, enfin marrant. Ta réponse me rappelle une réflexion que je m'étais faite, parce que comme tu l'as dit, au moment où on enregistre, on est un peu en pleine période de campagne électorale, Exactement. et je m'étais fait la réflexion de c'est fou comme tous les candidats vont nous parler de pouvoir d'achat et de augmenter le pouvoir d'achat des Français, augmenter les revenus, mais personne ne parle d'augmenter le temps libre. Et les personnes ne parlent du temps de... Et je pense que le temps, en fait, au-delà d'être de l'argent, en fait, c'est une richesse. C'est que donc c'est un truc qui te permet de gagner de l'argent, mais Oui, c'est c'est aussi un un truc... bien, Enfin, en c'est un fait. bien. C'est un bien immatériel. C'est vraiment un bien Bien immatériel. sûr. Et donc, finalement, et je pense que toi et moi, on est dans une situation quand même plutôt privilégiée, où on a quand même pas mal on a un certain temps, Bien et sûr. surtout on a du temps pour à consacrer à des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. On a le temps de faire des podcasts. On a le temps de faire exactement, on a le temps de faire des podcasts, C'est un bon indicateur faire de la musique, exactement. Et après, bon, ce qu'on décide, la façon dont on décide de s'investir, c'est nous qui le décidons, qu'on n'a pas un patron au-dessus de nous. Et je pense que c'est un privilège Moi, que si, pour l'instant, mais beaucoup de gens n'ont pas. Clairement, où je pense qu'il y a plein de gens qui ont, notamment dans les pays, les métiers les plus difficiles et ceux qu'on qualifie de métiers sans compétences, ce qui n'existe pas, où on file des horaires ignobles et surtout des plages. Et je suis assez, toujours assez fasciné dans le mauvais sens du terme par le fait que personne ne dit, en fait, là, oui, on va, moi, mon programme, c'est que les gens gagnent ce qu'ils gagnent, mais de leur libérer du temps, en fait. Et de réussir à arriver, en fait, à un moment où je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que toute personne ait un temps libre à elle, où elle ne se dise pas, exactement, je vais occuper ce temps à gagner de l'argent, comme ça ce sera un peu moins la merde. Ouais. Tu vois, qu'on arrive, qu'il y ait des gens qui se disent, je vais occuper ce temps libre à gagner plus d'argent parce que j'adore l'argent et j'ai envie de me faire encore plus plaisir. Bon vas-y, c'est ton truc, vas-y, fais-toi plaisir. Mais que ouais, les gens disposent de plus de temps pour eux et qu'ils puissent se dire, ça va, j'ai pas besoin de gagner de l'argent avec ce temps parce que c'est pas la merde. Mais après, c'est le cercle vicieux. Enfin, là, on revient un peu sur la psychologie de comptoir. Désolé, je te fais revenir. C'est un peu le but de je te fais revenir sur cette position sur le accoudée sur le comptoir. Mais je pense que ce que tu décris, c'est l'alimentation constante et assez perverse du cercle vicieux consommation gain. Ouais, bien sûr. Et même appeler ça un pouvoir d'achat, en fait non, c'est faux parce que le vrai pouvoir est dans le pouvoir de vente plus que dans le pouvoir d'achat. Donc en fait, il y a un devoir d'achat, un pouvoir de vente éventuellement si tu devais reformuler les choses, mais c'est vrai que l'absence très réelle de cette question du temps dans le débat public tel qu'on le lit là aujourd'hui. Non, ça se trouve demain matin on va se réveiller, il y aura une interview d'un politicien super intéressant sur France Inter ou sur je sais pas quoi qui parlera du temps libre, mais en tout cas aujourd'hui 20 mars, je sais pas quelle heure il est, 21h30. Mais en tout cas, pour l'instant, le sujet n'a pas été abordé par des personnalités suffisamment haut placées pour que tout le pays puisse en entendre parler. Mais c'est vrai que derrière cette idée qu'il y a une construction totale de productivité, de devoir rentabiliser chaque chose, en fait, voilà, à chaque fois qu'il y a un progrès, le progrès il est fait pour nous faire gagner du temps. Oui. Mais en fait, derrière ce truc-là, il y a plein d'autres choses qui se jouent aussi, parce que on gagne pas plus de temps pour nous, en fait. On gagne du temps pour faire d'autres choses et pour continuer à faire du progrès, à faire du profit. C'est un peu ça, ouais. Il y a quand même cette... c'est vrai qu'on reste... Parce que même, mine de rien, même quand on a du temps pour faire des podcasts et faire de la musique et ce genre de choses, on reste, c'est vrai, dans une logique productiviste, en fait. Ouais, après, bon, je préfère faire passer mon temps, passer mon dimanche soir à répondre à ce podcast avec toi qu'à produire plein d'autres trucs qui pourraient être plus productifs, entre guillemets, au sens plus standard que ce que les gens attendent. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important d'être capable, en tout cas, d'apprendre tant que c'est possible à faire ce pas de côté et à dire, attends, mais est-ce que là, je suis en train de... Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans l'hyperactivité et qu'est-ce qui m'oblige à y être encore? Et en fait, la course au travail, à gagner plus d'argent et à faire plus, elle est en général subie de très peu par la course à dépenser son argent et à faire toujours plus. Enfin, je veux dire, quand tu travailles comme un dingue
Enfin voilà, là j'ai vraiment l'image très cliché du travailleur. C'est un peu l'image, tu sais, du de Messmaker dans Gaston Lagaffe, genre le mec avec ses contrats. Tu travailles comme un dingo pour pouvoir te payer des vacances, où tu vas glander comme un dingo, mais en faisant plein de trucs pour glander. Je sais pas si c'est ça le vrai mode de vie. Enfin en tout cas moi c'est pas un mode de vie qui me fait envie du tout, tu vois. Et en tout cas le fait d'avoir vraiment l'alternance du taf où tu fais que taffer, donner ton temps sur les mêmes modes tout le temps à quelqu'un, et puis ensuite ton seul loisir c'est de dépenser ton argent, ben non. Il y a plein d'autres voies possibles, et utiliser son temps, ça veut pas forcément dire le rendre productif, ça veut juste dire avoir le pouvoir de faire ce que tu veux dedans, et enfin voilà, je sais que toi parfois, tu me connais bien et tu sais que j'ai du mal à trouver du temps, mais quand je le trouve, je m'y accroche aussi, et c'est il y a des formes de lenteur qui sont très vertueuses, et on a besoin aussi de ce temps de digestion, d'observation. On peut pas être que dans l'action, en tout cas. Ah, mais ce podcast n'existerait pas si j'avais pas pu passer autant de temps allongé sur mon lit à fixer mon plafond. Mais clairement, et d'ailleurs, tu as parlé de Gaston Lagaffe, je sais pas si tu as vu, ça c'est pas vraiment de lien, mais Dupuis relance une série Gaston Lagaffe contre la volonté de Franquin. Parce que Franquin avait dit non, mais je ne veux pas que vous refassiez du Gaston Lagaffe, et la famille de Franquin. Et ils ont dit non, mais en fait on vous emmerde, il y a des trucs dans les contrats qui nous permettent de relancer du Gaston Lagaffe malgré vos décisions. Ouais, il n'aura jamais aussi bien porté son nom alors, ce personnage. Ouais. C'est un peu. Ouais. Je pense que je le lirai pas. Ouais, on lira d'un œil en se disant Ronu de Dieu. C'est ça. En couvrant le bruit de nos jurons par des gaffophones. C'est ça. Quelle chose aimes-tu observer chez les gens ? Je vais un peu faire une réponse de serial killer, je crois, mais j'aime bien observer la gêne chez les gens, parce que je trouve que ça a beaucoup de charme de voir quelqu'un de gêné, quelqu'un qui essaye de faire en sorte de lutter contre la gêne, tu vois. Et elle me dit ça en me fixant avec des grands yeux, j'avoue, je suis pas serein. c'est tellement ouais, je te dis, serial killer. Non, mais là, en tout cas, c'est une réponse spontanée et super sincère. Je pense qu'il y en aurait eu plein d'autres de plus. Mais est-ce que tu la provoques pour l'observer ? Non, je la provoque pas pour l'observer. Mais... non, en tout cas, j'aime bien. C'est souvent à tort jugé comme étant des manifestations de la faiblesse, tu vois, d'être gêné, d'être maladroit, en tout cas d'être dans un rapport où on n'a pas la maîtrise de ce qu'on fait ou de ce dont on a l'air. Et moi, c'est des moments que j'adore un peu malgré moi, parce que je les cherche pas et je les provoque pas, mais quand quelqu'un se trahit, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression non plus, mais quand quelqu'un, en tout cas... mais manifeste un signe, ne maîtrise pas totalement son personnage public, pas, en fait. Il y a cette histoire de maîtrise, tu vois, et quand t'es dans quelque chose qui échappe à ta propre maîtrise et qui laisse tout à coup, j'ai vraiment l'image d'un couvercle où en fait tu soulèves et il y a plein de fumée qui sort, tu vois. J'ai l'image de ce truc là qui tu laisses échapper ta part d'humanité, en fait. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, et voilà, enfin, il y a un âge de la vie, quand on est enfant, où on s'en fout un peu de la façon dont vont être reçus nos mots, nos gestes. Et il y a beaucoup moins de gêne quand on est enfant que quand on est adulte. Ah, totalement. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que le fait de voir des gens gênés et qui savent pas comment s'adapter à la situation, en tout cas qui sont un peu désœuvrés, désemparés, et qui cherchent des solutions dans une espèce d'urgence un peu charmante comme ça, moi c'est quelque chose qui me touche et qui me rassure aussi, parce que je me dis qu'on est tous des humains, et que Dieu merci, je ne suis pas entourée de robots, quoi. Tu as bien rattrapé ta question de serial killer. Ta réponse de serial killer. Si tu ne devais garder qu'un seul sens, toucher, vue, odorat, ouïe ou goût, lequel serait-ce ? L'ouïe, je pense. C'est un peu évident. Ça m'embêterait beaucoup de perdre tous les autres, mais ouais, c'est un choix difficile. Alors, on revient un peu sur la question de... Quoique non, pas du tout en fait. Enfin, un peu, mais pas tant que ça. Si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu ? Bien sûr, c'est déjà ce que je fais, du coup. Oui, c'est vrai que... C'est déjà ce que je fais, et l'anonymat est pas du tout... L'anonymat au sens où la plupart des gens sur cette planète, 99,99999% des gens, ne savent pas du tout qui je suis et ne connaissent pas mon existence.
Je le vois plutôt comme une énorme chance que comme une malédiction, ou en tout cas comme la manifestation d'un échec ou d'un truc qui aurait pas marché. Ouais, évidemment que je le ferai et je continuerai à le faire, et j'espère. C'est pas que j'espère ne jamais être connue, parce qu'en fait, je sais pas où placer la frontière entre pas connu et connu, mais disons que ça m'intéresse plus d'être. La reconnaissance m'intéresse plus que le fait d'être connue, dans le sens où j'aimerais bien un jour arriver à un stade satisfaisant où tu sais que la musique que tu fais et les choses que tu mets dedans, elle va être écoutée par les bonnes personnes, et elle va être comprise, en tout cas elle va être appréciée, et elle va être reçue. Et donc du coup, les gens à qui ça peut plaire, j'espère, suivront la suite de ce que je fais. Enfin voilà, là on compte un peu tous sur cet effet de fidélité et d'intérêt, tu vois, de la part des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, je pense que il y a rien qui me permet de. Alors, il y a pas de. J'ai pas vraiment d'ambition de célébrité, dans le sens où c'est pas pour moi, c'est pas du tout l'aboutissement de quelque chose, le fait d'être connu. Ça rajoute même plutôt de la difficulté au-delà d'un certain stade, parce que du coup, plus t'es connu, plus t'as des responsabilités aussi, t'as une voix, donc ça veut dire que des gens t'écoutent en masse, et que dans cette masse, il y a pas forcément que des gens qui comprennent ce que tu fais, ou qui sont à l'image de ce que tu veux faire aussi. Donc je pense que il y a une vraie force dans. Enfin, en tout cas, là, je commence en ce moment, je suis un peu dans un délire et dans un truc où je sais pas que j'existe que par ma musique, parce que c'est jamais le cas, mais disons que la musique est un compagnon de route qui me quitte très rarement. Et c'est une espèce de refuge dans lequel je peux mettre tellement de choses de ma vie et de ma personnalité et de mon moteur et de plein d'autres choses, que rien que ça me suffit déjà, en fait. Tu vois, la petite maison gonflable pardon, pas gonflable, mais déshydratée, dont on parlait au tout début de cette émission. La musique, c'est un peu ça pour moi. Ça me permet d'être un peu chez moi. Si j'ai ça me permet d'être chez moi à peu près n'importe où, n'importe quand. Et du coup, le fait d'être connu et la présence la présence d'une tierce personne là-dedans, elle est que secondaire, je crois. Alors du coup, il y a quand même, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a il y a quand même une salle où tu rêverais de te présenter, enfin une salle où tu rêverais de faire un concert, de te produire. Ouais. Il y a plein de salles de rêve dans le monde. Ce serait pas forcément en termes de grosseur. Il y a une salle à laquelle je suis assez attachée, mais pas spécialement pour des raisons. Pour des raisons spéciales ou quoi, mais j'aime beaucoup le Trianon, et pour y avoir vu des concerts vraiment particuliers pour moi, dont celui de Mark Lanegan, qui est une des fois où je l'ai vu en concert et où c'était absolument magique, avec les Membranes en première partie d'ailleurs, qui était très cool. Et donc le Trianon, c'est une très belle salle dans laquelle ça doit être absolument génial de se produire, parce que t'as vraiment cet esprit un peu théâtre à l'ancienne. Et après, moi, j'aime bien les lieux un peu chargés d'histoire aussi, d'histoire beaucoup plus vieille que celle du Trianon. Donc, il y a des châteaux dans lesquels j'adorerais jouer, tu vois. Enfin, pour avoir là fait des concerts, notamment l'année dernière, dans des caveaux médiévaux, dans des cloîtres, des trucs comme ça. Moi, ça, c'est totalement ma came. Donc, il y a plein d'endroits dans lesquels je rêverais de faire des trucs comme ça. Il y a la photo qui sera la pochette de mon album a été prise dans un endroit où j'aimerais beaucoup faire un concert, mais je peux pas trop pour l'instant. Je peux te l'expliquer, mais je peux pas te le montrer. Bien sûr. Mais c'est dans une chapelle en ruine qui est nichée au sommet d'une montagne, et ça, pour le coup, c'est totalement ma came. Et Saint-Eustache, ça te dirait? Oui, Saint-Eustache, ça te dirait? Ouais, ou Saint-Eustache. En plus, il y a un super festival, là-bas. Il y a des super concerts annulés aussi, mais pour des raisons un peu. Voilà. Mais Big up à Anna von Oswolf, quand même. Quel élève étais-tu à l'école? Il y a des questions qui reviennent beaucoup. Hein. Ouais. Pas sûr par rapport aux épisodes. Quel élève j'étais à l'école? J'étais une élève plutôt réservée et
le moment où j'étais à l'école, ouais, j'aurais fait un peu n'importe quoi pour rentrer dans les rangs et pour pas avoir les oreilles qui dépassent, ni aucun mot plus fort qu'un autre. J'ai des souvenirs assez marquants de mon arrivée à l'école primaire, pour plein de raisons, parce que en fait, j'avais passé tout mon été, l'été de mes 5 ans, à dévorer mes premiers livres, et j'avais appris à lire, mais en mode acharné, de la life. Et du coup, quand j'ai compris qu'en fait, c'était pas forcément le cas de tout le monde, ça a un peu jeté un froid, parce que je me suis dit, attends, mais du coup, les gens, ils ont fait d'autres trucs de leurs vacances, et ça n'intrigue personne de savoir ce que ça représente, ces traits et ces ronds sur des feuilles blanches, avec des images autour. Et en fait, en plus, voilà, il y a tout un délire autour de ça. Il m'avait fait passer des tests sans le dire à mes parents. Enfin bon, bref. Il voulait me faire sauter une classe dès la première semaine de CP. Et ce qui est pas du tout une fierté. Enfin, je raconte pas du tout ça pour mon horoscope HPI, ascendant hypersensible. Évidemment, je ne suis pas du tout HPI, mais en tout cas, c'était une époque où, ouais, j'avais petit traumatisme de l'enfant frisé que j'étais sur cette rentrée de CP. Donc après ça, disons, ça m'a quand même encore plus calmée. Ouais. Et j'étais une élève qui était plutôt dans le haut du panier en termes de notes, parce que même si j'aimais bien rien foutre, j'aimais quand même encore plus avoir des bonnes notes. Oui. Donc j'arrivais toujours à me débrouiller pour que, en faisant le moindre effort, en faisant un minimum d'efforts, il y a un maximum de résultats. J'aime mes petites techniques, mais j'étais plutôt une élève studieuse et assez lambda et assez standard, je crois. Okay. J'ai pas d'histoire géniale à raconter sur. J'étais une élève super intéressante qui était paumée dans ses livres. Est-ce que du coup, t'as appris à lire toute seule? Genre, c'est pas tes parents qui se sont dit on va prendre un peu d'avance et on va t'apprendre à lire, c'est genre toi qui t'es démerdé pour apprendre à lire? Bah, disons que j'ai essayé je pense que j'ai forcément été guidée à un moment. En tout cas, tu apprends en maternelle, t'apprends quand même des lettres et tout, donc tu t'apprends des syllabes un petit peu. Après, tu les mets bout à bout. Enfin, voilà. Et puis 25 ans plus tard, tu te retrouves dans un 9 mètres carrés et tu te fais 1 heure de musique en 1 minute de temps. C'est donc pas forcément une autre chose. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? J'ai tellement de réponses, mais très très bêtes qui me viennent sur des. Vas-y, donne. Non, j'aimerais bien être incollable sur. Alors en fait. Sur les rois et reines d'Europe pour pouvoir discuter avec Stéphane Bern. Discuter sur les forums Secrets d'Histoire TV avec Stéphane Bern. En tout cas, avec son community manager qui doit des fois se dire mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Non, devenir incollable sur un sujet. J'aimerais bien un jour arriver à ce degré d'aisance culinaire où tu connais tous les trucs et astuces et où tu peux vraiment genre dégainer des méga recettes avec 3 fois rien, et genre savoir précisément comment cuire tel aliment, tel légume, tel poisson, tel truc. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi être incollable sur la géographie, parce que je suis un peu nulle en géographie. C'est-à-dire c'est-à-dire que pas plus tard qu'hier soir, on a eu une grosse discussion. Alors, moi, j'étais spectatrice de cette discussion, mais je me suis ralliée à une cause un peu au pif. Une discussion autour d'une bière où quelqu'un pensait que l'Allier était en Bourgogne. Voilà. Donc, ne serait-ce que le rapport entre départements et régions de France, je pense qu'il y a plein de régions, il y a plein de départements que je ne saurais même pas situer en France. D'accord, oui. Donc, ouais, c'est mon gros talon d'Achille. C'est mon gros talon d'Achille de grosse honte, un peu. Mais comme la plupart des gens. Je sais pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a En vrai. Moi, je sais placer Paris, la Seine-Saint-Denis, éventuellement l'Isère, et puis ça s'arrête là. Et la Loire-Atlantique. J'ai souvenir de je sais plus dans quoi on récupérait ça, tu sais, des aimants, des magnets de frigo avec des départements. C'était dans les paquets de nuggets et de cordons bleus. Ah putain, ouais, donc ça remonte à très 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 longtemps, à une époque où on pensait que manger des cordons bleus c'était bon. Des cordons bleus c'était bon pour la santé. Non mais moi j'ai vraiment ces images d'aimants de départements en tête. Mais moi je les aurais mis alignés sur mon frigo, tout pour ne pas avoir à les placer au bon endroit en fait. Enfin, ouais, et puis là, le seul truc qui fait que je me bouge un peu, c'est dès qu'on doit trouver des dates de concert et qu'il faut un peu être pragmatique et avoir l'esprit pratique pour pas passer 300 ans à
à booker ta petite tournée, mais en tout cas, ouais, la seule fois où j'ai dû le faire, ça m'a obligé à me pencher sur les méandres de Google Maps. Oui. Donc la géographie, ouais, un peu plus d'encyclopédie dans la tête, ça me ferait pas de mal, je pense. Si tu pouvais changer quelque chose à ton caractère. Déjà, le ferais-tu ? Et si oui, qu'est-ce que ce serait ? Bah, j'ai envie de te dire qu'il faudrait rien changer, pas pour parce que je sais pas trop ce que ça impliquerait. Et Ouais. tu vois, t'as un peu l'image de la tour de Kapla ou de la tour, tu sais, c'est quoi, c'est le Jenga. Ouais, Kapla, ouais, ou Jenga ou Si Kapla. tu retires un truc au mauvais endroit, peut-être que tout va s'écrouler. Mais non, j'aimerais bien en avoir un peu moins quelque chose à foutre de ce qu'on pense de moi, parce que je pense que ça c'est quand même le truc qui fait que je m'auto pollue assez souvent. Ouais. Donc ouais, peut-être la petite partie du réseau qui concerne le fait de se comparer et de se trouver de se placer soi-même sur l'échiquier des autres et tout, savoir ce qu'on pense de moi, machin. Ouais. Je pense que ça c'est un truc qui sert vraiment à rien, enfin qui sert pas à rien. Je pense que le fait de se On comparer... est des animaux sociaux, donc ouais, je bien pense sûr, que tout mais... le monde est tributaire de ce que pensent les autres de lui. Ouais, et, moi c'est quelque chose qui en tout cas j'ai un côté un peu je peux avoir un gros côté ce que les anglo-saxons appellent people pleaser, tu vois, de oh regarde comment je me suis plié en 4 pour que les choses soient bien pour soi et nul pour moi. Donc ouais, je peux un peu avoir ce truc-là. Avec les années, ça tend à s'amoindrir, mais c'est un peu un truc que si je pouvais changer et que ça change rien au reste, ça ce serait pas mal. Tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Donc le lieu, la thématique, les gens. Je pense, franchement, ce serait dans un château, ouais, dans les ruines d'un château. Non, en vrai, je pense que ce serait la soirée de mes rêves. Déjà, il y aurait... attends, je réfléchis parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Bah, à la fois, en fait, ce serait une soirée super simple, je pense. Genre en mode soirée pyjama avec tous mes copains. Ok. Un peu la team de mes 30 ans, tu vois. Ok. À très peu de choses près. Donc, il y aurait le même casting dont tu as fait partie d'ailleurs ce fameux week-end. Oh, bah. Au bord de la playa. Au bord de la plage. Vamos à Trouville. Vamos à Trouville. Il y aurait un peu le casting Trouville avec... mais en mode vraiment soirée pyjama, genre un énorme matelas et des gens vraiment qui ramènent leur vrai pyjama et on regarde et on se fait un truc cool à bouffer et genre on boit des petits grogs après le repas, des petits grogs devant un bon film et ouais. Et après la soirée, ça peut pas être le lendemain matin, mais avec la perspective de faire de la musique le lendemain, disons. Okay. Ça, je triche un peu sur ma réponse. Non, mais c'est... Mais ouais, en tout cas, être au même endroit que des gens qui comptent pour moi, avec de la bonne bouffe, un film qui comporte des châteaux et des chevaliers, et puis de la musique et des boissons chaudes et alcoolisées, ça me suffit déjà. Puis Jean Reno et... Christian Clavier. Non, ou ça marche aussi avec Ron Perlman et Sean Connery, et du coup, pour d'autres films. Ouais, pour d'autres films, pour les châteaux. Ouais. Ça marche en tout cas. Et il y aurait le même voisin qu'à Trouville ou on ferait sans lui. Mais cette intervention de ce gars, ouais, bah, du coup, je sais pas s'il nous écoute. Franchement, s'il nous écoute, ce serait inquiétant sur sa capacité à retrouver notre trace. Mais effectivement, on avait eu une mésaventure d'ordre public, trouble à l'ordre public et de voisinage, de quelqu'un qui avait pas du tout apprécié la présence de tous ces humains en face de chez lui, de tous ces jeunes de banlieue. Jeunes de banlieue, il nous avait dit. Il nous avait demandé de retourner dans nos HLM, ce qui était assez drôle vu que personne n'avait jamais vécu dans un HLM parmi toutes les personnes. Enfin si, mais personne ne vivait plus dans un HLM en tout cas. C'est ça. Bah écoute, j'aimerais revoir ma Normandie, mais sans ce gars en tout cas. J'aimerais. Je comprends. Il était. Mais bon, comme j'ai dit, au moins, tu vois, si tout s'était bien passé, on aurait dit super week-end, on en aurait parlé pendant 2 semaines. Mais peut-être qu'en fait, ce gars était, tu vois, il a peut-être des frustrations, peut-être que lui non plus, il connaît rien en géographie, et que en fait, c'est quelque chose qui le ronge. En fait, il était en train de bosser sa géographie, on a fait du bruit à côté. Il était en train de réviser son Google Maps et ses départements, et il s'est dit, mais putain, je suis sûr que ces mecs, ils pensent que l'Allier, c'est en Bourgogne. Je vais aller les insulter. Si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce ?
Et c'est la dernière question, putain. Ouais. Je suis obligée de te demander, et toi sur celle-là alors? Oh non, pas forcément. Une matière de plus enseignée mais à tu l'école. peux aussi. Je pense. Le et toi, c'est pas une obligation, c'est si ça t'intéresse en fait. Oui, mais ça m'intéresse, mais en fait, à chaque fois, depuis tout à l'heure, à chaque fin de réponse, je me dis putain, je vais pas demander et toi. Mais. Puis en plus, à la fin, tu peux piocher des questions. Donc. Oui. Bon. Une matière enseignée à l'école. Bah, en plus, là, c'est un peu le pire moment pour demander, parce qu'il y a déjà tellement de réformes en cours et les profs et les enseignants et les instituts, on leur. On n'en parle pas. Ouais. Je pense qu'on leur. Je sais pas comment ils tiennent le coup, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a des sacrées propositions dans les tuyaux qui pour qui que ce soit, rajouter une matière enseignée à l'école. Je pense que ce serait. C'est pas vraiment une matière, mais. Le tourisme, enfin le patrimoine, le fait d'être curieux à ce qui nous entoure et donner envie d'aller visiter des trucs mais qui sont proches donc du coup. Ouais, voilà, genre une matière qui serait un peu une espèce de, c'est une matière qui se fait dehors un peu, genre. Mais pas un truc ponctuel, parce qu'on a tous fait des sorties avec les profs. Bah c'est ça, dès qu'ils pouvaient, je pense que nos profs nous ont tous emmenés. D'ailleurs, à Provins, le caveau médiéval où j'ai joué, je suis quasiment sûre que je l'ai visité. Tu vois duquel je parle. Donc... Je suis quasiment sûre que je l'ai vu quand j'étais à l'école, en primaire. On a forcément dû aller à Provins, mais non, mais ouais, un truc vraiment, une matière où on sait que chaque semaine, on visite un truc. Et on va se faire un musée, on va se faire un lieu de patrimoine. Enfin voilà, là du coup, je commence par Stéphane Bern et je finis par Stéphane Bern. Mais en tout cas, une matière qui nous rend curieux, des choses qui sont déjà à côté de nous, mais qu'on verrait pas forcément s'il y avait pas quelqu'un pour nous les montrer. Ok. Et toi? Et moi, bah c'est simple, des vrais cours d'éducation sexuelle. Ouais, j'avoue. Genre mais et alors ça, et dès la primaire, clairement, et parce que je pense qu'en fait sur ce genre de questions, les gamins sont capables de tout comprendre du moment qu'on leur explique bien et qu'on leur explique avec bienveillance, et donc qu'on leur explique, et pas les cours en fait, parce que je me souviens de moi des cours d'éducation sexuelle que j'ai eu où c'était catastrophique quoi, où j'ai des profs moi j'en avais pas, on avait des intervenants plutôt très ponctuels, des intervenants en fait. Très ponctuels, mais avec des intervenantes qui nous disaient limite, mais les garçons, ne vous masturbez surtout pas, faut pas faire ça, vous n'en avez pas besoin, et puis et avec en fait avec un rapport toujours assez honteux au sexe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était un peu pareil. Moi, je pense que c'était pareil, voire pire pour les nanas. Mais... C'est ça, exact. J'imagine même pas. Et voilà, et un truc où on parle. Alors, j'imagine même pas. Je pense que s'il y a des gens qui entendent ce podcast et qui sont plutôt à la droite de la droite, ils vont dire mais il y a des gens qui veulent apprendre à nos enfants à se masturber. Non, je dis pas ça, mais juste oui, des fois tu touches à cet endroit, ça te fait du bien, c'est pas grave. Évite juste de le faire en public, tu vois. Et puis une vraie éducation au consentement, ce genre de choses, aux différentes orientations sexuelles, et aussi aux orientations comme la sexualité, comme les gens qui n'ont pas du tout de désir. Enfin, oui, vraiment, tu vois, elle apostrophe asexualité. Oui, c'est ça. Elle apostrophe asexualité. Enfin, que les mômes, en fait, arrivent un peu moins désemparés à l'âge adulte, où globalement tout ce qu'ils savent, c'est que une verge, ça se plante dans un vagin et ça fait des bébés, et il y a des gens, ils font pas pareil, mais ils sont un peu bizarres. Bon, je généralise énormément, mais je pense que les choses se passeraient peut-être un peu mieux si on avait si l'éducation nationale prenait un peu plus ça. Oui, s'il y avait du temps, on en revient aussi à la question tout à l'heure, du temps et de l'argent en plus, en tout cas des choix sérieux à faire pour effectivement avoir ça, parce que je pense que en fait le sujet il est abordé sans être abordé, c'est-à-dire que dans le cadre d'un cours de SVT, alors moi ces souvenirs que j'en ai, c'est soit des choses très scientifique en fait, mais pas du tout avec le lexique adapté aux pré-ados qu'on était, en tout cas un sujet un peu survolé dans une espèce de gloussement général évidemment en plus, donc qui n'aide pas forcément à ce que le message passe. Donc voilà, quand t'as un prof qui, en tout cas moi, enfin celui dont je parle était vraiment pas très concerné par le truc, et ça se voyait on lui avait pas forcément donné non plus les outils pour le faire. Donc en fait t'ouvres ton bouquin, t'as le programme où tu vois t'as un dessin d'utérus, t'as un dessin de truc, et on te dit voilà, en gros ça marche comme ça, démerdez-vous.
C'est sûr que c'est un peu scandaleux d'appeler ça un cours d'éducation C'est sexuelle. ça, ouais. Maintenant, je pense qu'il y a eu des interventions. Alors moi, j'ai des souvenirs assez flous plutôt de collège, parce qu'au lycée, je crois que c'était même totalement absent des programmes. Moi, au lycée, j'avais eu un truc, Mais j'ai souvenir en tout cas plutôt en tout cas des choses qui touchaient à l'insistance de l'époque. Alors moi, mon collège, c'était dans les années 2000 quoi, ouais, fin des années 2000, enfin milieu des années 2000. J'ai vraiment souvenir d'un truc qui tourne beaucoup autour de la peur en fait, ouais, et de la peur et du tabou, voilà, la peur des maladies. Alors après, il faut faire de la prévention, bien sûr, parce que c'est un âge auquel moi j'avais des oui. copines qui étaient déjà actives à 13-14 ans, donc en fait il faut faire de la prévention, bien sûr, oui, non, évidemment. Et si on peut éviter que des gamins fassent nimp, il vaut mieux leur dire les choses que d'attendre que ça se passe et que ça se passe mal. Donc je te rejoins là-dessus. Je suis assez d'accord. Primaire, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais surtout j'ai un souvenir assez troublant d'un discours qui me paraissait pas méga adapté aux enjeux de notre génération et de notre époque, en tout cas, enfin, parce que en fait c'est pas forcément avec tes parents que tu vas avoir ces discussions-là. Non, et certains gamins, encore plus que d'autres, ont encore plus un gouffre avec leurs parents. Moi, perso, j'en ai pas trop parlé avec les miens, parce que c'est pas une demande qui émanait de moi, et puis ça m'a pas été proposé spontanément. Je pense aussi par pudeur, tu vois, ce qui est normal, et enfin ce qui me paraissait pas choquant à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a jamais non plus été un énorme tabou. Et en tout cas, les trucs que t'apprends dans la vie, moi, je les ai plus appris en faisant les choses qu'en les entendant expliquées par d'autres. Donc c'est vrai que ta réponse, elle est assez juste dans ce sens-là. C'est que il y a peut-être des choses, enfin, c'est quelque chose d'essentiel et qui fait partie de la vie à différents degrés selon les gens, mais en tout cas qui accompagne beaucoup de rites de passage de l'adolescence au début de vie d'adulte, en tout cas, parce que on en parlait avec une amie de mon frère, d'ailleurs, que je salue, qui s'appelle Marguerite Boutroll, et qui vient de sortir une formidable première BD qui s'appelle Fresh, et qui est que j'ai trouvé géniale, aussi bien la fille que la BD d'ailleurs, mais et qui justement parle beaucoup de cette question du rite de passage et du consentement, et de jusqu'où on est prêt à aller, en fait, pour se faire accepter et pour faire les choses de manière considérée comme normale. Et c'est vrai que peut-être pour faire tomber un peu certains, enfin, j'aime pas forcément ce lexique, tu vois, de déconstruire et de faire tomber les choses, mais en tout cas pour reconstruire une autre forme de sexualité pour les personnes qui sont concernées par elle, en étant encore ado ou jeune adulte, ce serait super intéressant de passer par la case instruction et pédagogie, que par la case tabou et uniquement d'avoir la prévention, quoi. Bien sûr. Parler de masturbation, c'est un sujet qui concerne évidemment tout le monde, ou quasi tout le monde. Donc en fait, c'est vrai que c'est des choses... c'est pas parce que c'est quelque chose de privé ou d'intime qu'il faut pas que ce soit dit. Enfin, je rebondis sur ce terme d'ailleurs. Oui, je m'auto-rebondis sur des choses que je dis. Vas-y. On m'a beaucoup dit que la musique que je faisais, surtout en ce moment et surtout depuis les déchargeurs, qu'il y avait quelque chose de très intime dans ce que je faisais. Intime, ça veut pas dire qu'on n'en parle pas. Ça veut juste dire qu'on raconte les choses que nous, on a vécues, et qu'on trouve des manières d'expliquer ce que ça fait, et voilà. Donc en fait, l'intime... le sexe, c'est aussi intime, et ça fait partie de l'intimité aussi, et c'est pas parce que et le fait d'en parler et de rendre ça moins tabou, et de pouvoir avoir une chance de rendre des situations moins glauques par manque d'informations, souvent ça devrait être plus saisi, tu vois. Et je pense que moi j'ai eu le guide du zizi sexuel quand j'étais gamin, donc ça m'a un peu aidé, mais je pense que par exemple je pense que la première fois que j'ai entendu le mot consentement, je devais avoir 20 ans. Moi aussi, dans à peu près. Après, je pense que c'est... Et je pense qu'on peut toujours s'adapter à l'âge, parce que je pense que rien qu'en primaire, par exemple, tu peux déjà commencer à parler de masturbation, surtout que tu as des gamins qui se masturbent déjà à cet âge-là, faut pas se mentir. Enfin, moi, je pense que c'est très perso là, mais je pense que j'ai commencé globalement en primaire.
Et en plus de ça, c'est de visualiser qui dans les gens que je connais va écouter ce podcast. Ouais, je moi répondrai aussi. pas à cette question. Je l'enlèverai peut-être. Mais tu vois, le consentement, tu peux déjà en parler en disant, bah non, en fait, tu soulèves pas la jupe des filles parce que c'est pas drôle et parce qu'elle a pas envie et parce que ça la met mal à l'aise. Et puis, de toute façon, et tu vois, de prévenir en tout cas les tentations des comportements. C'est ça, ouais. Et pareil, alors tu dois te tenir la main dans la queue, mais tu peux dans la queue quand tu montes en classe ou quand tu vas à la cantine, mais je sais pas, à parler de ce genre de choses, quoi, de dire est-ce que je peux te tenir la main, avoir ce genre de choses, de poser la question et tout, et poser vraiment la limite de ce qui est acceptable de la part des adultes ça, aussi. Et puis, totalement. Ouais, putain, si j'avais eu, si je me souviens d'un truc d'un truc de, alors c'était plus, c'était un peu d'éducation sexuelle, mais c'était aussi un peu, mais pareil, c'était vraiment sous le prisme de faire gaffe à ce que les adultes peuvent vous faire. C'était une espèce de programme de sensibilisation, je crois que c'était québécois, avec une chanson, mais et toutes les personnes qui l'ont vu s'en souviennent. Ça faisait « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, alors laisse-moi le mien. » Et ça ne parlait... Alors, les personnes qui écoutent ne voient pas la tête de Jacques en train de chanter cette chanson en me fixant et en faisant des mouvements de gauche à droite. Avec les yeux écarquillés et un grand sourire. Ouais, je l'ai vraiment fait en mode c'est un tout petit monde de Disneyland. Oui, c'est vrai. It's a small world. Et vraiment. Creepy. Et en plus de ça, je crois que c'est suite à ça parce que j'ai eu une peur d'être enlevé quand j'étais gamin. Et je crois que c'est suite à ça, parce que ça ne parlait que de non, mais si un homme vous demande de l'aider à retrouver son chien, il faut pas y aller parce que ça peut être une technique pour vous enlever. Et puis si un homme vous offre des bonbons, faut pas en prendre parce que ça peut être une technique pour vous enlever. Et vraiment, j'étais en mode ok, mais en fait, tous les hommes veulent nous enlever. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain. Donc voilà, c'était assez. Donc ouais, je pense que des cours d'éducation sexuelle. À la fois, la façon dont on parle, c'est pas du tout drôle. Enfin, ça parle d'un sujet qui est pas du tout drôle, mais la façon dont tu en parles rend le truc a posteriori rend le truc drôle. C'est ça. Moi, j'étais plutôt du genre à fuguer et dans l'extrême inverse. C'est ça. C'était un peu. J'ai eu une grosse phase étant même très très petite anywhere but home. Mais voilà, je pense que ma mère, en écoutant ce podcast, aura des très bons souvenirs de flips pas du tout graves sur des fugues d'enfants très petits. Mais en tout cas, moi j'ai un souvenir. Je pense à ça en entendant ta merveilleuse comptine creepy. C'est pas moi. On était en maternelle et on avait, pour le coup, c'était pas du tout dans le cadre d'une sensibilisation ou quoi, mais c'était une chanson qui, je pense, chantée par des enfants, n'a pas du tout le même sens que lorsqu'elle est écoutée par un public de parents et de profs. On avait chanté, c'était à la MJC de Colombes, on avait chanté une chanson, je crois que c'était de Henri Dess, qui s'appelle, non, c'était Pierre Perret ou Henri Dess, putain, je sais plus, qui s'appelle La Fessée. Pierre Perret, je pense. C'est Pierre Perret, je pense que c'est plus Pierre Perret. On vérifiera. Moi j'aime bien. Putain, si jamais quelqu'un veut couper cet extrait et n'avoir que ça en jingle, je pense que ce sera peut-être fait. Moi j'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée. Et il y avait une succession comme ça d'exemples de fessées, le matin, le midi, le goûter, le soir et tout, mais toujours accompagné d'une différente fessée. Et cette chanson, tu vois, la preuve c'est que c'est un maternel, donc 25 ans plus tard, je me rappelle encore. Mais ça m'a marqué parce que je pense que tous les parents, le jour du spectacle de fin d'année, ont dû se dire mais qu'est-ce que... Mais le prof s'est retrouvé en tôle, je pense, après ça, parce que... je sais pas, mais en tout cas, moi, si j'étais un site de maternelle, faire chanter à trois classes de toute l'école, faire chanter cette chanson lors d'un spectacle à la MJC, c'est quand même assez spécial. C'était une autre époque quand même, hein. Ouais, on a bien rigolé, mais on a aussi bien fait des trucs chelous, je pense, dans les années... Dans les années 90 et 2000, c'était un peu la foire à n'importe quoi. Et écoute, comme je disais, c'était la dernière question. Merci. Tu peux maintenant piocher 3 questions et en choisir une, si tu le veux. C'est écrit à la main ou alors... Ah non, à l'ordi et tout. Alors, as-tu déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? D'accord, donc toi tu pioches 3 questions et tu poses 3 questions. Très bien. Non, mais en fait, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Oui, sûrement, très certainement. Le mec répond juste oui ou non, en fait. Non, un choix. Après m'avoir entendu parler. Un choix qui a
radicalement changé ma... Enfin, Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? As-tu déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie? Ouais, en fait, je pense que c'est là qu'est la nuance. Je pense pas que j'ai dû faire un choix qui a totalement changé ma vie. Je pense que j'ai fait des choix qui ont totalement changé ma vie, mais qu'il n'y a jamais eu cet aspect du devoir et cet aspect de j'ai pas le choix, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah justement, enfin, c'est pas un choix, mais ce truc de je dois faire ça parce que sinon, c'est la merde. Mais sinon, je pense que oui, bien sûr, j'ai fait plein de choix qui ont un peu changé ma vie. Et en même temps, j'ai une vision très... C'est pas que je crois forcément au destin, mais par exemple, tu vois, il y a un truc qui m'a marqué. Que j'ai emménagé il y a un peu plus d'un an à Saint-Denis en coloc, et c'est ce moment-là que j'ai quitté le nid familial. Et plein de gens autour de moi disent waouh, ça a dû changer un truc de fou dans ta vie, t'as dû voir un changement radical. Moi, je dis oh, non. Enfin, non, j'ai juste déménagé, quoi. Enfin, maintenant, j'habite en coloc, j'habite plus chez mes parents, mais c'est pas un gros changement, tu vois. Je pense que j'ai un rapport à ma vie qui fait que je ne perçois pas forcément les gros changements, en fait. Et que j'ai quelque chose de très... je laisse peut-être un peu trop même, les choses couler sur moi, et je suis en mode bon, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a jamais eu de... J'ai jamais eu de... Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ce genre de choses qui se changent radicalement, de décision vraiment du jour au lendemain, changement radical. Est-ce que tu dirais que la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe? Il dit qu'il voit pas le rapport. Non, parce que tu parles des choses qui t'atteignent pas. Oui, non, après, non, si, après, je me laisse facilement atteindre par les gens et par ce que les gens peuvent dire de moi, et je peux facilement m'emporter. Tu le sais. Mais en tout cas, les changements, je le sais, tu t'es pas spécialement emporté. Non, c'est vrai que je me suis jamais trop spécialement emporté. Non, mais quand on parle de certains sujets, un peu... Je peux m'enflammer. Dans ce sens-là, oui, tu es ardent. Mais ça, je suis ardent. Parce que tu es lion, ascendant HPI et lune en colérique. Mais non, mais je pense que... Nos amis amateurs d'astrologie apprécieront. Ouais, les astrologues en PLS, à l'écoute de ce podcast. C'est bien, on s'est mis tout le monde à dos. Non, mais en plus, pour le coup, je suis parenthèse, je suis une mauvaise langue parce que je suis fascinée par le thème de l'astrologie, à vrai dire, mais plutôt comme un espèce de truc que je comprendrais, je pense, jamais totalement, ouais. mais qui me fascine parce que ça remonte à loin et que ça va chercher très loin, mais ça raconte quelque chose de nous en tant qu'humains qui est assez marrant, quoi. Enfin, c'est comme toutes les croyances. Et oui, c'est ça. voilà. Bref, mais en tout cas, ouais, je pense que de ce que tu décris... t'es plutôt dans la mobilité douce et dans les changements progressifs que dans quelque chose. T'as pas forcément besoin de ce côté radical. Non. Ou de ce côté choix de vie soudain avec vraiment un événement qui va changer le cours des choses. C'est un peu ça, ouais. C'est une petite éloge de la lenteur, ce que tu nous dis. Exact. Ah ouais, mais j'aime beaucoup la lenteur et j'aime beaucoup l'ennui. J'adore l'ennui, putain, c'est formidable. Ta longue chevelure parle pour toi, tu prends le temps de laisser pousser les choses. Exactement, c'est ça va faire 10 ans que j'ai la même coupe de cheveux parce que moi, c'est les cheveux longs et puis j'ai pas envie de changer, quoi. Si tu veux en repiocher une, peut-être on peut... Allez. On peut le faire. On est déjà sur l'épisode le plus long de l'histoire de l'histoire. Es-tu quelqu'un d'audacieux? Non. Bah non, du coup, en fait. Alors j'allais dire par corollaire, mais non, c'est pas ça. Enfin si, un peu par corollaire à ce que je viens de dire. Je pense pas être quelqu'un de très audacieux, non. Enfin, ça demande à définir l'audace, mais j'ai jamais été casse-cou. J'ai jamais été... Non, et puis je suis pas très courageux. J'ai du mal à demander de l'aide. Enfin, je sais pas. Ouais, non, je pense pas être très audacieux. En plus, je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans un des précédents épisodes. Donc, non, mais je dis pas ça, mais du coup, je me dis ça à moi en essayant de me rappeler. De ta réponse. Ouais, ma réponse. Mais non, je pense pas. Ce sera la réponse de fin. Du coup, en tout cas, encore merci pour ta participation. Merci d'être venu, enfin, d'avoir accepté mon invitation dans Aléatoire. Merci. Pardon d'avoir fait un épisode de 4 heures. Non, mais trop pas. Moi, j'adore ça. Plus c'est long, plus je trouve ça bien. J'ai quand même une dernière question, qui est la question que je pose à tous les invités. Quelles seraient 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une personne plutôt accessible, une personne un peu plus
top level inaccessible. Laisse-moi réfléchir. J'essaie de chuchoter, mais c'est pas du tout. Tu sais que je peux couper. Laisse-moi réfléchir. Ouais, attends. Putain. En plus, je savais que cette question allait arriver, mais j'ai pas du tout. Bah oui, parce qu'en plus, je sais que pour le coup, toi, t'as déjà écouté plusieurs épisodes, donc en soi. Ouais, putain. Ah, je sais. Ok. Attends, non, je sais pas. Ah, dommage. Il y en a une que je sais pour accessible. Mais... Ok. Parce que je pense que t'as pas prévu de la faire a priori. Bah du coup. C'est quelqu'un que tu connais pas, je pense. Ah, ok. Mais qui est accessible. Ok. Ok, j'ai trouvé. Vas-y. Donc ce serait, je pense, l'artiste Pyjama, Pauline de Tarragon. Ok, que je connais pas effectivement. Que tu connais pas, mais qui est, je pense, accessible. Okay. Enfin, en tout cas, si tu fais la petite tradition de l'identifier sur tes stories de fin d'épisode, à mon avis, elle le verra et peut-être elle répondra, j'espère. J'aime bien le elle le verra. Hein non, donc ouais, ce serait ma première idée parce que j'ai d'autres personnes en tête, mais je pense que tu as déjà prévu de les voir. Du genre. À mon avis, Léa Jacques-Tallest. Oui. Parce que c'est quelqu'un que j'adore écouter parler et que je pourrais écouter parler pendant très 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 longtemps. Mais du coup, Pyjama aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie, mais avec qui j'interagis assez souvent depuis un moment et que j'adore suivre sur les réseaux sociaux notamment parce que je trouve que l'espace qu'elle occupe dans ce monde horrible et en fait dans ce monde chelou qui est Instagram me permet de calmer plein d'angoisses et d'aller bien et d'avoir des contenus intelligents et intéressants et drôles, très très drôles. Et en plus de faire de la musique, elle fait aussi beaucoup d'illustrations. C'est quelqu'un que j'apprécie pour plein de raisons dans ce qu'elle dégage sur le net. Et l'autre personne, ce serait Mylène Farmer. Ah ouais. Là, on est sur un niveau. Tu m'as dit inaccessible. Ah bah là, franchement. Ouais. Là, mais défi intéressant. Ouais. Je pense que ce serait très très intéressant d'avoir Mylène Farmer si elle décide de se prêter au jeu. Ça peut faire un très bon épisode. Ça te fait un objectif. Mais il va falloir charbonner. Non, mais après en vrai, il y en a plein. Enfin, en fait, il y a plein de gens que j'aimerais écouter parler parce que je trouve que le format est tellement proche d'une discussion entre potes. Et en fait, on parle tellement d'autres choses que de la raison pour laquelle tu nous invites que ça m'intéresserait de voir. Je pense égoïstement aussi, c'est que j'ai l'impression de m'être débrouillée avec beaucoup de pirouettes et beaucoup de reformulations et de et j'aimerais bien voir d'autres gens galérer comme moi. D'accord, très bien. Non, je sais pas, mais très bien. Voilà. Non mais ok. Bah écoute, Pyjama et Mylène Farmer. Écoute, effectivement, je pense que si elle l'accepte, Pyjama, ça devrait pouvoir se faire. Non, pas trop longtemps. Mylène Farmer, je pense qu'il va falloir quelques années de charbon. Hein. Ça va pas être pour tout de suite. Bah écoute, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Aléatoire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le @aléatoire_S. Donc voilà, aléatoire_S, c'est le même sur Twitter et sur Instagram. Et vous pouvez aussi me le faire savoir en notant l'épisode sur la plateforme de podcast de votre choix. Au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.